13h à sonner, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire. Une étoile décelée au plan politique et récompensée par les dirigeants du groupe de presse Guérit. Il s'agit de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Hors du Bénin, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris continue de faire des victimes. La quantité énorme de plomb fondu lors de cet événement malheureux est à la base d'une pollution qui n'est pas sans conséquences au plan sanitaire et environnementale. Et puis, Donald Trump a une nouvelle fois accusé Google de vouloir tout faire pour qu'il perde les futures élections, se basant notamment sur les affirmations d'un ancien employé. Merci de votre fidélité. Le gouvernement béninois s'est réuni ce jour au palais de la Marina avec la participation effective du chef de l'État. Au nombre des décisions issues de cette rencontre, la transmission au Parlement pour autorisation d'adhésion de la Convention d'un droit sur les biens culturels volés ou illicitement adoptés à Rome le 24 juillet 1995. Plus de précisions avec Aurélien Agbenonchi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. À l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion de la Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995. Notre pays a entrepris des démarches pour la restitution des biens précieux de son patrimoine culturel détenus à l'étranger pour diverses raisons. À cet effet, le recours aux instruments internationaux relatifs à la protection des biens culturels prévus dans ce cadre est indispensable. Or, la Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, instrument majeur dédié à cette problématique, ne figure pas dans l'arsenal des textes internationaux auxquels le Bénin a souscrit. Cette convention a procédé à une uniformisation des règles de droit international privé applicables à ces cas de figure, particulièrement les règles relatives, entre autres, à la qualification des situations, aux délais d'action et de prescription, aux modalités de règlement. Les ministres chargés du suivi du processus engagé à cette fin avec les pays partenaires veilleront à l'aboutissement de la procédure d'adhésion à la dite convention. Au titre des communications, sélection du cabinet japonais architecte Endo Takeshi et association Co Limited Trade pour la maîtrise d'œuvre complète des travaux de construction de l'hôpital de zone d'Adjara à Vrankou-Akpo-Missérété, 3A, de l'hôpital de référence de Ouida et de l'hôpital et de l'extension de l'hôpital de zone d'Alada Tofo-Zé. En exécution à la décision du Conseil des ministres, en date du 27 mars 2019, le ministre de la Santé a engagé les négociations avec le cabinet architecte Endo Takeshi en vue de la construction et l'équipement d'un hôpital de 150 lits dans la zone sanitaire Adjara à Vrankou-Akpo-Missérété, la construction et l'équipement d'un hôpital de référence de 150 lits à Ouida, l'extension et l'équipement de l'hôpital de zone d'Alada Tofo-Zé dans le cadre de sa transformation en centre hospitalier universitaire avec l'ouverture des services de réanimation, de grands brûlés, de traumatologie et de salles de cours. Les négociations qui ont été conduites ont permis de retenir ce cabinet pour la maîtrise d'œuvre complète de ces différents projets et constituent une étape importante en vue de la construction des infrastructures sanitaires ci-dessus énumérées. Le ministre de la Santé et les autres ministres intervenant dans la mise en œuvre du projet sont instruits de signer le contrat de marché et de veiller à sa bonne exécution. Je l'annonçais dans les titres. Pour sa bravoure en politique, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio a été récompensée ce mercredi par le groupe de presse Guérit en présence des membres de sa famille et de ses collaborateurs. Reportage.
Ancien ministre de l'Artisanat et du Tourisme, député de la 6e et 7e législature, la présidente de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, a été honorée ce 7 août 2019 par le groupe de presse Guérit. L'astre féminin de la politique béninoise a reçu le prix des étoiles pour sa bravoure et sa ténacité en politique, mais aussi pour sa sollicitude à l'endroit des plus démunis. Nous avons besoin d'avoir des modèles, nous avons besoin d'avoir des dévanciers qui nous aident à savoir poser les pieds. Je pense que vous êtes pleinement dans ce rôle. Vous animez pleinement la vie politique au Bénin. On vous connaît aussi pour vos œuvres sociales. Ce prix que nous allons vous décerner ce soir, il faut le prendre comme étant un élément qui vient vous stimuler à aller davantage. Parce que, comme je le disais tantôt, nous qui sommes derrière, nous en tant que jeunes, nous vous suivons. Et nous avons aussi non seulement envie de faire comme vous, mais de faire beaucoup plus que vous. Parce qu'elle incarne désormais un modèle pour toute une génération, l'Amazone des temps modernes, artisane de la paix, a été invitée à maintenir la flamme de l'espérance. Parce que vous faites bien, parce que vous êtes bien, mais tant que vous arrêterez de travailler pour aller de l'avant, à partir de ce moment-là, vous arrêterez d'être bonne. Et quand vous arrêterez d'être bonne, nous serons aussi là pour le dire. Après avoir remercié le groupe de presse Guérit qui a décidé de l'honorer, l'heureuse récipiendaire, fidèle à sa ligne de conduite, a convié l'ensemble des populations et des leaders à toujours œuvrer pour la paix au Bénin. Je dirais que tout ce que je fais, je le fais pour qu'il y ait la paix dans le pays. Parce qu'il n'y a pas de développement dans un pays sans la paix. Voilà. Donc, je demande à tout le monde de tout faire pour que notre pays continue ce qu'il est. Parce qu'il ne faut jamais qu'il y ait la guerre dans notre pays. Nous n'avons pas de pays, on n'a que le Bénin. Voilà, et je pense qu'avec nos prières, jusqu'à ce jour, ça va et ça va continuer dans ce sens. Ce prix des étoiles, Claudine Afiavi Prudencio a décidé de le dédier à la première dame du Bénin, Claudine Benayon Talon. Voilà, le prix est là, il y a mon nom dessus, mais moi je vais le dédier à la première des Claudines du Bénin parce qu'elle fait des efforts pour le rayonnement de notre beau pays, le Bénin, vous voyez. Donc, elle est d'abord la première Claudine. Et moi, je viens ensuite, vous voyez. Voilà. Donc, elle mérite d'abord ce prix et je vais l'informer de ça. Je vous remercie infiniment pour ce travail que vous faites. La Nuit des Étoiles, autour d'une soirée de gala, viendra boucler la série de prix des étoiles décernés aux femmes et hommes les plus méritants du Bénin. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle dans le cadre de ses activités scientifiques veut rendre hommage à ses 5 anciens présidents à titre anthume et posthume. Une initiative diversement appréciée par les populations. Suivez plutôt. Quand on sait que la Cour actuelle, celle présidée par Joseph Diagbenu, est celle-là même qui est venue remettre en cause bon nombre de décisions des mandatures précédentes, notamment celle de la Cour présidée par le professeur Olo. Je parle des décisions relatives aux lois sur les collaborateurs extérieurs et également sur le droit de grève. Quand on sait que ces décisions-là ont eu une portée significative pour notre pays et les remous qui ont suivi la décision de remise en cause de la Cour elle-même, on se demande si cet acte-là est vraiment sincère. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans l'acte de célébration? Est-ce les travaux effectués? Est-ce la contribution à cette remarquable jurisprudence qu'on célèbre? Ou bien les hommes eux-mêmes pour tout leur parcours à la tête de l'institution? Parce que si effectivement c'est pour leurs travaux et leur contribution à la jurisprudence, on ne devrait pas les remettre en cause avant de consacrer une célébration à leur mandature. Bon, pour moi, c'est déjà une initiative à applaudir. Si c'est venu de cette cour de Diagbenu, moi je trouve que quelque part, soit, comme on dit, la bête se rend compte de ce qu'il a mordu dans la nuit. Parce que cette cour, vraiment, célébrer les décisions passées, c'est comme une confusion. La cour se confond là.
Mais néanmoins, il faut quand même applaudir. Peu importe que ce soit Paul ou Jacques qui fait, l'essentiel c'est que l'action est bonne. Donc il faut applaudir. Et cette décision permettra également à notre cour Djogbenou à repenser les décisions prises. Parce que nous voyons que les décisions prises occultent carrément les valeurs et les acquis de notre constitution, de notre démocratie. Si aujourd'hui la 6e législature de la Cour constitutionnelle veut honorer les différentes mandatures, de la première mandature jusqu'à la 5e mandature, c'est un peu pour rechercher une certaine légitimité, mais beaucoup plus pour justifier un certain nombre de décisions, un certain nombre de positions que la Cour a eu à prendre. Parce que quand vous lisez un peu les thématiques qui feront l'objet de débats, il y a un notamment qui retient l'attention où on dit la Cour constitutionnelle entre continuité et rupture. Donc est-ce que la Cour constitutionnelle va toujours dans la continuité des décisions précédentes ou bien la Cour opère une rupture, ce qu'on appelle en droit revirement jurisprudentiel? C'est-à-dire que peut-être la Cour actuelle veut justifier peut-être cette décision antérieure, aussi peut-être préparer l'opinion à des actes à prendre après. Éducation, les cours de vacances ou cours de renforcement ont démarré depuis peu au Bénin. Objectif, permettre aux apprenants actuellement en vacances d'anticiper sur les nouvelles connaissances pour la prochaine rentrée. Le constat est signé Samson Oké, Fontenelle-Ressou, Damien Pedro. Après un mois de repos pour le compte des vacances scolaires, écoliers et élèves renouent avec les cahiers. Il s'agit des cours de vacances, une période qui permet à ces apprenants d'approfondir et de prendre connaissance des notions et des chapitres des nouvelles classes qu'ils entament dès la rentrée prochaine. Expédie Akrombessi et Franck Lantokpodé, respectivement directeurs d'établissement et enseignants, reviennent ici sur l'importance des cours de vacances. En réalité, les cours de vacances sont organisés pour que les enfants ne désapprennent pas. Parce que nous avons constaté qu'ils s'amusent beaucoup pendant les vacances. Et lorsqu'on n'arrive pas à les canaliser avec des cours de renforcement, des séances de renforcement, ils oublient tout. Ça leur permet de s'amuser un peu et de s'occuper aussi un peu en apprenant de nouvelles choses par rapport à la classe suivante. Dans l'ensemble, la réaction est normale. On sent au niveau des enfants qu'ils ont une bonne performance pour être dans la classe. Au-delà des avantages intellectuels, la période des cours de vacances reste une occasion de création de nouvelles relations pour les apprenants. Quelques-uns apprécient les cours à eux dispensés par les enseignants. Je suis venue ici pour me préparer pour le CM2. Je viens de démarrer les cours de vacances. J'ai rencontré quelques amis et il y a quelques matières qui sont un tout petit peu difficiles pour moi. Par rapport aux cours que la professeure nous donne, je pense que c'est bon. Au cours de vacances ici, ça permet d'approfondir un peu plus dans la connaissance pour pouvoir bien démarrer la classe prochaine. Donc je pense que ceux qui font les cours de vacances, c'est une chance pour eux de pouvoir être en progression pendant la rentrée scolaire. Je crois que les cours de vacances sont vraiment importants. S'ils viennent participer, ils auront plus de connaissances et savoir ce qui les attend dans la classe. Les professeurs déroulent correctement les cours. On nous explique correctement les cours. On a la notion développée et détaillée de tout ce dont on a besoin. On a un bref aperçu de ce que la rentrée nous prépare. La période des cours de vacances dure généralement un mois. L'édition de cette année prendra fin vers la fin du mois d'août. Les apprenants auront donc environ 2 semaines pour se préparer pour la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 prévue pour le 16 septembre 2019. Actualité en dehors du Bénin, 400 tonnes, c'est la quantité de plomb qui a fondu lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier. Une quantité phénoménale qui s'est dispersée au bord de la cathédrale, provoquant une pollution qui n'est pas sans conséquence pour les riverains. Un deuxième enfant scolarisé près de la cathédrale a été dépisté avec un taux anormalement élevé de plomb dans son sang. Les précisions, c'est avec Damien Charton de RT France. C'est un enfant scolarisé dans cette école élémentaire qui a vu son taux de plomb dans le sang supérieur au seuil de déclaration obligatoire. Alors des analyses complémentaires sont en cours pour savoir si cela est lié à l'incendie de Notre-Dame et au plomb qui s'est dégagé de la charpente et de la toiture et de la flèche de l'église. Une information qui n'a pas de quoi rassurer les riverains.
On n'a pas assez d'informations pour savoir effectivement ce que ça peut créer derrière. Donc oui, il y a toujours des effets négatifs, on va dire, mais j'ai pas une vraie idée de l'impact derrière. De mon côté, oui, je reste méfiant un peu. Si, pour les ouvriers qui travaillent sur le chantier, les habitants du quartier, les commerçants qui sont là toute l'année, oui, je pense qu'il y a un peu à craindre. Ça m'inquiète un peu parce que la première semaine, moi j'avais des picotements, j'avais la langue qui brûle, voilà. Donc il y a tout ça, mais là, je ne sais pas s'il faut s'inquiéter maintenant, c'est un peu tard. Parce que, je sais pas moi, on aurait pu aspirer tout ça au lieu de... Parce que c'est quand même le 15 avril et là on en parle maintenant et beaucoup et un peu partout. Je pense que les décisions auraient dû être prises il y a déjà 2 mois. Des associations ont demandé la mise sous cloche du chantier de Notre-Dame de Paris pour éviter tout risque de contamination. Alors pour en parler avec moi, Monsieur Guyot, syndicaliste CGT, alors quel est votre avis sur cette situation ? Eh bien, actuellement, nous continuons à être extrêmement inquiets puisque pour l'instant, on n'a pas été entendu sur le confinement du chantier et on voit bien qu'un certain nombre de résultats sont en train de sortir et mettant en cause des contaminations au plomb d'enfants dans l'entourage direct. Donc, il n'y a pas encore de lien qui ont été faits, il faut aller plus loin dans les enquêtes, mais enfin, ça nous permet de penser que voilà, il faut faire preuve d'extrêmement de prudence et prendre beaucoup de précautions. Ça n'a pas spécialement rassuré, donc ? Non, pas du tout, pas spécialement. Alors en plus, on nous annonce maintenant que finalement il n'y avait pas de problème, mais qu'on va quand même effectuer une dépollution du parvis et de l'entourage immédiat. Donc non, c'est pas très rassurant. Qu'est-ce que vous pensez du personnel qui travaille sur le site aussi du chantier ? Le chantier est arrêté, devrait reprendre progressivement avec des nouvelles mesures de sécurité fin août. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est vrai que sur le démarrage du chantier, on était complètement à côté des réglementations. Donc je pense que compte tenu des enjeux politiques et touristiques sur ce chantier-là, si le préfet de région a fait le choix de fermer le chantier, c'est qu'il avait quand même des bonnes raisons de penser que la sécurité n'était pas du tout assurée. Ce qui a confirmé d'ailleurs l'inspection du travail lorsqu'ils ont fait les premiers constats. Il semblerait que maintenant des mesures aient été prises. Bon, derrière le mur, on ne peut pas voir grand-chose de ce qui s'y passe, mais il semblerait que sur le port, notamment de combinaisons de masques, les choses soient respectées. Alors, ce qui fait que ça nous inquiète d'autant plus, c'est que s'il y a nécessité de protéger les salariés sur le site, ça veut dire qu'il y a des pollutions possibles au plomb, en tout cas dans l'air, ou de remise en air de pollution au plomb, et donc quid des gens qui sont autour. Suspendu fin juillet, le chantier devrait reprendre progressivement à la mi-août après la mise en place de nouvelles mesures de protection pour le personnel du site. À l'approche de la présidentielle de 2020, Donald Trump a une nouvelle fois accusé Google de vouloir tout faire pour qu'il perde les futures élections. Le président américain se base notamment sur les affirmations d'un ancien employé plutôt controversé, des affirmations que refute bien évidemment le groupe. Entre Google et Donald Trump, la guerre est déclarée. Le président américain accuse le groupe de vouloir tout faire pour qu'il perde l'élection de 2020. C'est par une série de tweets que le locataire de la Maison-Blanche s'est exprimé. Sundar Pichai, le PDG de Google, était avec moi dans le bureau ovale pour une réunion durant laquelle il m'a expliqué combien il m'estimait, que le travail de notre administration était remarquable et que Google n'était pas impliqué auprès de l'armée chinoise et que l'entreprise n'avait pas aidé cette malhonnête Hillary pour la présidentielle de 2016 et qu'il ne prévoit pas de s'ingérer dans l'élection de 2020, malgré tout ce qui a été dit. Tout se passait bien jusqu'à ce que je vois Kevin Cernecki, un ingénieur de Google, dire des choses terribles sur ce qu'ils ont fait en 2016 et que lui et ses équipes s'assuraient que Trump perde. En 2020, Lou Dobbs a assuré qu'il s'agissait d'une imposture à l'égard des Américains. Le journaliste Peter Schweizer assure que l'entreprise a supprimé des articles négatifs sur Hillary Clinton et valorisé des articles négatifs sur Donald Trump. Tout cela est particulièrement illégal. Nous surveillons Google de très près. Une déclaration du président qui sonne comme un avertissement alors qu'un ancien employé de Google s'est exprimé sur la chaîne Fox News. Dans un entretien, Kevin Cernecki évoque les déboires de l'entreprise et affirme que la société fait tout pour barrer la route à l'actuel président et candidat à sa réélection. Ils ont ouvertement expliqué qu'ils considéraient l'élection de 2016 comme une erreur. Ils veulent vraiment que Donald Trump échoue en 2020. C'est leur programme. Ils ont des gens très partiaux à tous les niveaux de l'entreprise. Le parti pris du géant américain est bien connu depuis qu'une vidéo interne a été diffusée par le site Breitbart en septembre 2018. C'était la première fois que j'ai senti que nous allions perdre. C'était vraiment important. C'était comme si une tonne de briques m'était tombée sur la poitrine.
La plupart des gens ici sont assez déçus et tristes à cause de l'élection. Sans aucun doute, je trouve le résultat extrêmement insultant, tout comme beaucoup d'entre vous. Pour le président américain, les géants de l'Internet présentent une menace réelle d'ingérence dans la prochaine élection. Le chef de l'État a fait part de ses inquiétudes après la révélation par le projet Veritas des propos d'une employée de Google qui affirme travailler sur des algorithmes afin d'éviter le scénario de l'élection 2016. Nous nous sommes tous fait avoir en 2016, pas seulement nous, les gens se sont fait avoir, les médias se sont fait avoir, tout le monde. Rapidement, nous nous sommes dit, que s'est-il passé et comment empêcher que cela se reproduise ? Un algorithme qui fait débat. Le Wall Street Journal a révélé que des employés de Google ont tenté de modifier l'algorithme de recherche afin de soumettre aux internautes des résultats politiquement orientés. C'est le cas pour le décret migratoire de Trump de janvier 2017, mais l'entreprise l'assure, les résultats n'ont jamais été modifiés. Google n'a jamais manipulé les résultats de ses chercheurs ou modifié aucun de ses produits pour promouvoir une idéologie politique en particulier, ni durant la campagne politique actuelle, ni pendant l'élection de 2016, ni après le décret présidentiel de Donald Trump sur l'immigration. Cette guerre est également menée par les élus démocrates. La candidate à l'investiture du parti Tulsi Gabbard estime que Google a empêché son équipe de campagne d'acheter de la publicité, limitant sa capacité à toucher les électeurs. À un an de l'élection présidentielle américaine, la problématique de l'ingérence supposée de Google figure clairement au centre des préoccupations des deux camps. Sport pour boucler cette édition, un soutien de taille pour le promoteur du tournoi Loic Champions League à Godoma. Loic Gbenahou a reçu ce mercredi le soutien de l'honorable Claudine Afiavier-Prudencio pour l'accompagnement de cette initiative. Le point, c'est avec Laurent Roland Tonéikès. L'édition 2019 du tournoi de football Loic Champions League a débuté. Une initiative de Loic Gbenahou soutenue chaque année par l'honorable Claudine Afiavier-Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Et c'est ce qui justifie sa présence ce mercredi soir aux côtés du promoteur du tournoi et des jeunes de Godoma. Le sport est un élément fédérateur et non un élément de division, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Loic est membre de l'UDBN. Il est même du bureau exécutif national de l'UDBN. Et Loic est avec moi depuis la création du premier UDBN. Comme vous le savez, on l'a dissous l'année dernière. On a recréé un autre UDBN. Loic est toujours là. Il mérite d'être soutenu. C'est pour ça que je suis venue ce soir. Et je salue la jeunesse de Godoma, la jeunesse d'Abomey-Calavi qui est ici présent et aussi la jeunesse de Cotonou parce qu'on m'a dit qu'il y a des gens de Agla qui sont là. Je salue tout ce monde-là parce que avec tout ça, la paix va régner dans notre pays. Un soutien qui date de plusieurs années à cause de la fidélité de Loic Gbenahou au parti UDBN, ce qu'il reconnaît lui-même. Mais depuis que j'ai commencé, c'est la seule personne physique qui vient me soutenir. À part le ministère, le fonds d'aide à la jeunesse, qui est venu déjà 2 fois, mais madame est restée toujours à mes côtés. Et cette année, elle est venue encore confirmer sa présence à mes côtés. Et ça fait plaisir. 2 matchs ont été joués ce mercredi. Le premier opposait Lumière FC en jaune à JSA, Jeunesse sportive d'Atropocodi en vert. Au terme de ce premier match, c'est la JSA qui a pris le dessus avec 2-0. Le second match mettait aux prises Bodos FC, une équipe d'Agla en orange, à Entente FC de Godoma en bleu-blanc. Un match joué sous les regards de l'honorable Claudine Afiavier-Prudencio qui a d'ailleurs gratifié les 2 équipes d'une enveloppe financière. Un match équilibré mais par moments dominé par Bodos FC qui a inscrit le premier but de la partie mais comme une réponse du berger à la bergère, 3 minutes plus tard, les joueurs d'Entente FC ont égalisé. Et ce sera le score jusqu'à la fin de la partie. J'ai encaissé un but, malheureusement, mais mes amis ont été réalistes, ils ont égalisé le but. Bon, on a pu jouer, on a pu faire, on a pu donner le meilleur de nous-mêmes. Mes coéquipiers et moi, on n'a pas le choix que de se concentrer sur le 3e match qui nous est un match vraiment capital. Il nous faut forcément une victoire maintenant pour assurer notre qualification. Notons que pour cette présence au Winner Stadium de Godoma, l'honorable Claudine Afiavier-Prudencio a gratifié le promoteur d'une enveloppe financière de 500 000 francs avec des promesses de jeux de maillot et de crampons. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain.